sérieux, mais comment il fait pour respirer avec ça sur la tête? C'est insoutenable. En plus, il doit encore enfiler son costume. Décidément, c'est pas évident d'être un super-héros. Oh, générique. Mesdames et messieurs, bien le bonjour, j'espère comme toujours que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où nous allons ensemble retracer philosophiquement et humoristiquement le parcours du jeune Peter Parker, aka Spider-Man, dans sa version Tom Hollandienne ou MCUN. Même si, comme vous pourrez le constater par vous-même, une grande partie des réflexions faites ici pourront également s'appliquer aux personnages interprétés précédemment par le grand Tobey Maguire et le GOAT ultime, Andrew Garfield. Pas de débat là-dessus, le Spider-Man de Andrew Garfield est le meilleur et il aurait mérité un troisième volet. Battez-vous en commentaire si vous le voulez, mais attendez-vous à de la répartie. J'irai même encore plus loin pour vous teaser la suite et je vous dirai que les questions que l'on va soulever et auxquelles on tentera de répondre sont des questions que vous et moi avons été, sommes ou serons amenés à nous poser dans notre vie personnelle. Responsabilité, sacrifice, mensonge, mentor, quête de sens et j'en passe. Ce qui ôte donc toute nécessité absolue d'avoir vu les films pour que votre réflexion soit stimulée et votre curiosité titillée au vu de l'universalité des propos de cette vidéo. Avant d'attaquer, je vous serais vraiment très reconnaissant de lâcher votre petit like et de vous abonner pour faire partie de la suite de l'aventure. Ce sont deux petits gestes aussi simples et rapides que lorsque tu t'empresses de foutre le camp de la salle de classe que la sonnerie retentit, analogie trop longue, mais qui, croyez-moi, m'aident vraiment dans ce voyage sur YouTube. Sur ce, on attaque. Avant toute chose, je te propose de répondre dans un premier temps à cette question pour toi-même. Peut-on réellement se construire sans l'apport d'autrui? Et je t'invite à y répondre en commentaire. La question que je vous soumets ici s'insère dans le cadre de la relation qui intervient entre d'une part Peter Parker, aka Spider-Man, et d'autre part Tony Stark, aka Iron Man. Excuse-moi, ouais. Oui l'élève qui connaît toute la matière sur le bout des doigts, c'est lui qu'on appelle Peter Parker. Plus jamais tu ne m'interromps pour ça, ou ça va très mal se finir. Bon, j'en étais où? Dans le MCU, pour Marvel Cinematic Universe, c'est bien Tony Stark qui se rend dans le quartier du Queens à New York pour rencontrer Peter, et grosso modo ça se passe un peu comme ça. Salut petit, je sais que c'est toi qui tisse des toiles, donc viens m'aider à combattre Captain America tout simplement parce qu'il a tort. Bah je peux pas, en fait j'ai des devoirs. Ok, j'arrive. À cet instant précis, Iron Man devient en quelque sorte le modèle de Spider-Man, et quand je parle de modèle, j'entends par là sa boussole morale. Parce que oui, à 15 ans, quand t'as le super-héros le plus emblématique et reconnu du monde qui te recrute comme apprenti super-héros, il devient par la même occasion ton mentor. Et j'insiste, Peter a 15 ans au moment des faits, c'est encore un gamin, mais qui lui voltige entre les immeubles, pendant que toi et moi, à 15 ans, on était sur MSN, on jouait à Need for Speed, et on portait encore des jeans slim. Eh ben... ça nous rajeunit pas tout ça. Flash forward avec cette première apparition dans le MCU, on retrouve Peter dans le premier film qui lui est entièrement consacré, Spider-Man Homecoming. Film dans lequel il tentera de ressembler à son mentor Iron Man, mais chose que Tony Stark lui ne voulait pas. Je voulais simplement être comme vous. Et j'aurais voulu que tu me surpasses. Bah oui Peter, j'ai quand même fait fortune en vendant des armes de destruction massive, donc le caractère moral de mes choix, parfois, a pu laisser à désirer. Ah oui, j'avais oublié ce détail, effectivement. Bon, ceci dit, on ne peut pas en vouloir à Peter de vouloir suivre les traces d'Iron Man. C'est en soi, comme je l'ai dit précédemment, son repère moral, et vous comme moi, nous savons qu'à un si jeune âge, on est en manque de repères. Ajoutez à cela le fait qu'il n'a pas de parents et qu'il vit chez sa tante May, qui au passage, mais vous le comprendrez plus tard, est elle aussi un pilier fondamental du caractère moral de Spider-Man. En tous les cas, même si la relation a été asymétrique à ses débuts, elle s'équilibre petit à petit lors des événements d'Avengers Infinity War et Avengers Endgame, où les deux protagonistes partagent le champ de bataille final, champ de bataille qui sera malheureusement fatal à Iron Man. R.I.P. Tony, j'ai bien évidemment lâché ma petite larme dans ce cinéma belge ce jour-là. Tu faisais quoi dans un cinéma belge? Dans l'asque. À ce moment-là, c'est un nouvel arc qui commence pour notre super-héros tisseur de toile. Il est désormais livré à lui-même, démuni, et va devoir se construire sans le super-héros qui, jusqu'à présent, avait servi de boussole morale. Alors à la question, peut-on réellement se construire sans l'apport d'autrui? Je répondrai ceci. Spider-Man n'est en réalité qu'un ado de 15-16 ans et par définition cette période est synonyme d'opposition et d'appropriation. Qui plus est, c'est un ado qui possède des pouvoirs, ce qui nécessite une construction morale, dans un premier temps par imitation, puis par opposition ou appropriation. La question se pose précisément dans le cas du Spider-Man de Tom Holland, car Iron Man y joue un rôle prépondérant, mais vous saurez qu'au travers des deux autres interprétations du super-héros, des conclusions similaires peuvent être avancées. De manière générale, je clôturerai donc ce chapitre sur ceci. Nous finissons toutes et tous par créer notre propre boussole morale qui, à l'origine influencée par notre environnement, finit toujours par nous devenir propres.
C'est ici, mesdames et messieurs, que nous entrons dans le cœur du sujet. Mais avant d'attaquer sur cette partie qui promet de belles réflexions et de belles découvertes, je t'invite à me lâcher ton plus beau like et à t'abonner si ce genre de contenu te plaît. Quand on étudie de plus près le personnage de Spider-Man, on se rend compte qu'une question bien spécifique gravite autour du super-héros. Nos talents s'accompagnent-ils nécessairement d'obligations? Prenons déjà un instant pour mesurer l'universalité de la question. À nouveau, elle s'adresse à vous et à moi, au même titre que Peter, car nous sommes toutes et tous doués de talents ou facultés, appelez ça comme vous voulez. Oui, on est d'accord, on peut pas tous flex en voltigeant au travers des buildings de New York, mais on a chacun et chacune en nous un moyen de venir en aide à autrui et de contribuer au bien. Le tout est de savoir s'il est de notre devoir et de notre responsabilité de le faire. Voyons comment Spider-Man se place face à ce débat. Dès sa première apparition dans le MCU, on comprend très vite que le jeune Peter s'est déjà posé la question de la responsabilité qu'entraînent ses dons. Si on a les capacités que j'ai et que... on les utilise pas, quand on voit tout ce qui se passe, on culpabilise. À la mort d'Iron Man, on a dit précédemment que Peter perd ses repères et doit désormais apprendre à se construire par lui-même. Mais il n'est pas le seul à perdre ses repères, c'est aussi le monde entier qui perd un héros et qui en demande un autre pour le remplacer. The King is dead. Long live the King. Oh, monsieur est bilingue. Bah, j'ai quand même un master en anglais, hein, c'est deux. Rappelle-moi, ils t'ont mené à quoi comme job déjà, tes deux diplômes? Parce que pour l'instant, à part faire des vidéos dans ton studio... Dans Spider-Man Far From Home, le deuxième volet consacré au personnage interprété par Tom Holland, la Terre demande un remplaçant, mais Peter, lui, est incertain quant à cette responsabilité que tout le monde lui attribue à la mort de Tony. Je suis pas Iron Man. Et bien que l'histoire le mène inévitablement vers un essor personnel en matière de moralité, notre très cher Peter de 16 ans trouvera tout de même une parade avant d'assumer son rôle. En effet, quoi de mieux que de confier à un immense clown le système de sécurité à défense et réalité augmentée que Tony Stark lui a légué à sa mort? Non mais sérieux quoi. Qui est ce méchant sorti tout droit du monde des Power Rangers? Et pourquoi lui faire confiance? Je dois bien avouer qu'à chaque fois que je visionne ce film, je perds patience. Mais en travaillant sur cette vidéo, j'ai envisagé une autre perspective. Peter a 16 ans, il vient de perdre Iron Man, il part en voyage en Europe, voyage durant lequel il tentera d'avouer à MJ qu'il est amoureux d'elle. En gros, il veut juste une vie d'ado normale. Donc plutôt que de step in et endosser le rôle du nouveau Iron Man, c'est quand même plus facile de déléguer ses responsabilités à un adulte super-héros venu d'un autre monde. Et là, ce que je vais dire, ça risque de vous parler à vous derrière votre écran. 1. De manière générale, déléguer une responsabilité est bien souvent plus facile que de l'assumer. Pensez au nombre de fois où vous êtes en groupe et il faut décider du resto dans lequel aller manger. C'est égal, c'est égal, c'est égal, c'est égal. Ah, c'est égal, c'est égal, c'est égal, c'est égal. Bah oui, on n'a pas envie de se mouiller sous peur des conséquences, donc on délègue. Je vous laisse donc imaginer le cas d'un ado de 16 ans à qui l'on propose de devenir le futur grand protecteur de la Terre. 2. Devenir adulte implique de laisser derrière soi une partie de son innocence. Et franchement, ça fait Alors n'en voulons pas à Peter qui n'a même pas le droit d'enjoy son adolescence et d'aller séduire MJ. Le philosophe français Jean-Paul Sartre était souvent considéré comme l'un des principaux partisans de la philosophie de l'existentialisme. Oula, tu te lances là-dedans? T'es vraiment sûr que c'est une bonne idée? Fais-moi confiance, il et elle sont parfaitement capables de comprendre ce qui va suivre. Bah let's go, alors on y va. L'existentialisme affirme que l'existence précède l'essence. Mais ça veut dire quoi? Contrairement à celles et ceux qui pensent que nous naissons pour un but bien précis, l'existentialiste lui défend l'idée que nous naissons dans un premier temps et que nous construisons intégralement notre projet par nous-mêmes dans un second temps, sans l'intervention d'une quelconque forme de destin. Nous venons au monde entièrement libres, et nous le demeurons. Et de cette liberté absolue découle une responsabilité totale de toutes nos prises de décision, ainsi que de nos actions. Il n'y a pas d'échappatoire possible. À chaque instant, selon les existentialistes, par nos choix et nos actions, nous mettons en avant une version de l'être humain que nous défendons et promouvons, directement ou indirectement, auprès des autres êtres humains de cette planète. De ce constat émerge l'idée suivante, l'idée d'angoisse existentielle, ou autrement dit la peur de devoir exister à chaque instant de notre vie. Ok, mais c'est quoi le lien avec Spider-Man? J'y viens de ce pas. Si l'idée même que chaque être humain est entièrement responsable de ses choix et agissements peut être angoissante, imaginez une seule seconde ce que Peter peut ressentir en sachant qu'il a été doué de capacités extraordinaires. Ah, je vais pas vous mentir, c'est pas évident tous les jours. Je vous propose qu'on laisse de côté Sartre et qu'on aille voir maintenant du côté de Shakespeare. Oui, j'ai un devoir de français à rendre pour demain, tu peux juste m'aider à conjuguer le verbe expirer à la deuxième personne du singulier au présent? Bah, tu expires. Et à la première personne du pluriel, toujours au présent? Nous expirons. Mais ça veut dire quoi tout ça? Juste encore un dernier, juste encore un dernier. La première personne du singulier au présent. J'expire. William, j'expire. Shakespeare. Je t'avais prévenu. Revenons-en à Shakespeare. À sa mort, Tony Stark a légué à notre très cher Peter le fameux système de défense dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec une note associée. Inquiète est la tête qui porte la couronne. En anglais, uneasy lies the head that wears the crown. On le voit, cette idée de responsabilité se retrouve tout au long de l'histoire de Spider-Man et se cache même dans chaque détail. Mais c'est probablement dans le dernier volet des aventures du Spider-Man de Tom Holland que l'on y trouve le climax de cette problématique dans Spider-Man No Way Home. Ah, ce film.
On s'en souvient comme si c'était hier. Et oui, Noël 2021, premier jour de sa sortie, je m'empresse d'aller au ciné parce que je m'attends à une dinguerie après avoir été relativement déçu par les 2 précédents volets. Et surtout, j'entreaperçois la possibilité de revoir le GOAT à l'écran, Andrew Garfield. Mon rêve se réalise, j'explose de joie comme un gosse au milieu de la salle, ma copine de l'époque qui me rappelle à l'ordre, mais ce souvenir restera à jamais marqué dans ma mémoire. Bref, on laisse ça de côté et on se concentre sur l'essentiel. Pour vous la faire courte, dans Spider-Man No Way Home, des méchants des univers des Spider-Man de Tobey Maguire et Andrew Garfield sont pour ainsi dire propulsés dans l'univers du Spider-Man de Tom Holland. Ayant pourtant comme idée de base de les renvoyer mourir dans leurs univers respectifs, Peter, Tom Holland ici, sous les suggestions avisées de sa tante May, décide finalement de tout faire pour les guérir afin que, de retour dans leurs univers, ils ne périssent pas dans leur combat face à Spider-Man. Il assume ici la responsabilité que ses pouvoirs lui incombent, mais pour moi ici, on parle pas de ses pouvoirs de super-héros. Ici, c'est le savoir du jeune Peter et son empathie qui entraînent des obligations. Et comme vous le constaterez par vous-même, ce sont 2 éléments que l'on peut retrouver dans tout être humain. C'est entre autres pour cette raison que j'insiste à chaque fois sur le fait que l'histoire de Spider-Man est bien plus proche de la nôtre que nous ne le pensons. Nous toutes et tous, vous derrière votre écran, moi devant cette caméra, vos proches, nous possédons des facultés qui peuvent être mises au service d'autrui et du bien commun à petite et grande échelle. Prenons le temps de nous en rendre compte et une fois cette étape franchie, il nous reste la plus dure à effectuer. Allons-nous dans les faits assumer ces responsabilités de la même façon que Spider-Man l'a fait, ou allons-nous au contraire les laisser périr à petit feu? C'est un don, mais c'est également une malédiction. Dans tous les cas, l'un s'accompagne de l'autre, mais c'est à nous d'y donner la couleur que l'on souhaite. Alors à la question « un grand pouvoir implique-t-il nécessairement de grandes responsabilités ?» je vous répondrai ceci. Oui, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, mais la question à se poser est plutôt la suivante. Assumerez-vous dans les faits votre pouvoir et votre responsabilité? Dernière grande question abordée aujourd'hui dans cette vidéo, comment composer avec la dualité qui nous habite? Dans le cas de notre super-héros, est-il possible de faire vivre Peter Parker et Spider-Man conjointement? Et si oui, comment? Peter passe sa vie tiraillé entre l'appel du devoir et le besoin d'un confort personnel, et c'est une situation quelque peu compliquée. To be Peter Parker or to be Spider-Man? That is the question. T'as pas quelque chose de plus malin ou plus pertinent à dire? Si c'est pas fait, like la vidéo, abonne-toi et fais-moi part de tes réflexions en commentaire. Ah, ça j'aime, merci. You're welcome, Captain. Retour à Spider-Man. Je ne compte pas le nombre de fois où Peter est passé proche de révéler son identité au grand jour et le nombre de fois où il a privilégié son homologue Spider-Man pour aller sauver le monde. Et franchement, on peut pas dire qu'il puisse vraiment compter sur son pote Ned lorsqu'il s'agit de réaliser à quel point Peter a autant de valeur que Spider-Man. Écoute, je vais juste être moi-même. Oh, personne n'a envie de voir ça. Après tout, entre être un super-héros ou un adolescent normal bullied par les autres élèves, le choix est vite fait. Et pourtant, la question de révéler ou non son identité se pose vraiment, et elle entraîne avec elle un conflit vieux de plus de 200 ans, déontologie versus conséquentialisme. Je m'explique. Ici, nous allons faire la distinction entre the right and the good. Autrement dit, le juste et le bon. Révéler son identité, c'est ce que l'on peut qualifier comme étant the right thing to do. Parce que si Peter agit en tant que super-héros masqué, il outrepasse la justice en ce sens que masqué, donc non reconnaissable, il agit à la manière d'un hors-la-loi. Selon la perspective du philosophe allemand du XVIIIe siècle Emmanuel Kant, il est du devoir de Spider-Man de révéler son identité. Non, 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 ferme-la, je veux surtout pas de tes jeux de mots pourris. Ah, ok. Sans entrer dans trop de détails et en faisant un énorme raccourci, la philosophie kantienne invite à agir de la sorte car si tout le monde prenait en exemple le choix de Peter de dissimuler son identité lorsqu'il agit, le monde serait en proie au chaos. Mais la perspective déontologique entraîne malheureusement très souvent avec elle des conséquences pour le moins difficiles à accepter. C'est ici désormais que les opposants mettent en avant une approche dite conséquentialiste qui fonde la valeur morale de l'action en fonction des conséquences, autrement dit, on privilégie the good thing to do. Dans le cas de Peter, révéler son identité aurait potentiellement des conséquences catastrophiques. Les amis, c'est le grand jour, je vous annonce, je vous révèle mon identité aujourd'hui. Oui, je suis Spider-Man, mais avant tout, je suis... Peter Parker. Ah, Spider-Man est en fait Peter Parker, donc sa tante habite là, son meilleur ami ici, sa copine ici. J'ai de quoi le faire chanter. En somme, comme nous l'aurons constaté, c'est un dilemme complexe auquel fait face notre super-héros. Dilemme qui, dans une autre proportion, se retranscrit en fait dans la réalité de tout un chacun. En soi, qui n'a jamais par exemple hésité entre mentir pour éviter des conséquences indésirables et ne pas mentir parce que c'est un principe sur lequel on ne discute pas. Ce que j'essaye de vous montrer, c'est tout simplement que les questionnements qui sont au centre de l'histoire de Spider-Man sont également ceux auxquels tout être humain fait face. Pour terminer sur cette question concernant la double identité de notre araignée sympathique du quartier, retraçons assez vite comment les personnages de Peter Parker et Spider-Man cohabitent. Dans Spider-Man Homecoming, Peter souhaite devenir un Avenger et laisse plus de place à Spider-Man, au point où il s'y perd. Pitié, c'est tout ce que j'ai. C'est vrai, je suis rien sans le costume.
il finit par être adoubé par Tony au rang d'Avenger dans Avengers Infinity War. Jusque-là, c'est plus Spider-Man qui occupe le devant de la scène. Ce n'est qu'au moment de Spider-Man Far From Home que Peter prend désormais le dessus au profit de Spider-Man. Il veut sa vie normale, laisser Spider-Man de côté un moment pour profiter de la vie. Mais ses obligations de super-héros ne cessent de le poursuivre et le film se finira d'ailleurs par la révélation publique de son identité. Vous me direz, ben voilà, maintenant au moins il a plus trop le choix. Plus le choix? Pas vraiment. Je vous rappelle qu'on est dans le MCU et que Spider-Man a un super copain, Doctor Strange, capable de lobotomiser l'univers pour qu'on oublie l'association Peter Parker-Spider-Man. Doctor Strange qui d'ailleurs ne manquera pas de dire ceci. Tu essaies de vivre deux vies à la fois. Et si tu persistes à le faire, ça va devenir dangereux, crois-moi. Sans compter sur le bouffon vert qui ira de sa petite réplique également. Tu es tiraillé. Tu aimerais être tout à la fois. Mais le monde, lui, veut t'obliger à choisir. Deux vies, deux caractères, deux personnes, une dualité qui persiste au sein du même être humain, comment faire? L'une d'elles doit-elle mourir pour laisser définitivement la place à l'autre? Réponse amenée par notre héros, oui, et son choix est fait à la fin de Spider-Man No Way Home. Peter Parker is dead. Long live Spider-Man. Ainsi, à la question comment composer avec la dualité de notre être, je répondrai ceci, qu'une dualité est bien plus souvent synonyme de pluralité, et que l'environnement qui nous entoure nous demande constamment de faire un choix. Mais surtout, lorsque l'on parle de notre super-héros, une seule solution me semble de mise, enfiler le costume pour ne jamais plus le retirer. Mesdames et messieurs, cette vidéo touche désormais à sa fin. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu, j'espère avoir suscité de la réflexion et vous avoir fait passer un bon moment. Je vous invite grandement à soutenir mon travail en lâchant votre plus beau like, en vous abonnant pour faire grandir cette communauté que je tente de rassembler et en commentant la vidéo pour me dire ce que tu en as pensé ou répondre à des questions qui ont été soulevées précédemment. Spider-Man est et restera à jamais ma plus grande source d'inspiration et de rêve et j'espère lui avoir rendu justice aujourd'hui en retraçant certes de façon non exhaustive mais empreint de passion son voyage initiatique jusqu'aux événements de Spider-Man Brand New Day. Je vous laisserai enfin sur ceci, l'excellence morale d'une personne ne se mesure pas au degré de puissance qui l'anime, mais à sa capacité de faire ce qui lui incombe de faire au moment où elle doit le faire. Merci d'être là, merci de me soutenir et merci d'être qui vous êtes. Class dismissed. I